Nous allons poursuivre notre étude des divisions politiques du monde en continuant à s'intéresser aux frontières. Dans les dernières séances, nous avons défini la frontière en tant que ligne de démarcation politique, juridique. Il est désormais intéressant de s'intéresser au processus géohistorique de formation des frontières, en montrant que les premiers soucis de fixation de frontières lignes, et non plus de simples zones frontalières de marche, remontent aux empires de la plus haute antiquité. Nous en sommes les héritiers, la manière, on va le voir, dont les frontières se sont fixées à l'époque moderne et contemporaine. Nous verrons également par la suite que avec le processus de colonisation au 19e, 20e siècle, des frontières coloniales se sont étendues depuis l'Europe vers les mondes dominés, les mondes colonisés, pour ensuite voir l'évolution des frontières après 1945 entre expansion et recul. Remontons d'abord à l'origine de la fixation des frontières politiques. Dans la plus haute antiquité, les premiers empires ont cherché à borner leur souveraineté politique et protéger leur population, d'une certaine manière leur civilisation contre les barbares, et ont transformé ce qui était hier des zones de confins, ce qu'on appelait les marches des empires, en véritables lignes frontalière, ligne de démarcation juridique, politique. On peut remonter à la Chine du Premier Empire, aux alentours du IVe siècle avant notre ère, où a commencé à être fixée la célèbre muraille de Chine, donc dans le nord de l'Empire. Plus précisément, on a aussi l'exemple de l'Empire romain, qui, après avoir sans cesse étendu son territoire jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, et après avoir subi d'importantes défaites face au peuple germanique sur la frontière du Rhin, face au chef Arminius par exemple, ou à l'époque les légions de Varus qui sont battues, écrasées à Teutobourg, Auguste a voulu fixer la frontière et la matérialiser. C'est ainsi qu'il a créé le limes sur le Rhin, qui est davantage qu'un mur, une zone frontalière marquée, délimitée, avec une protection physique matérielle. Elle est faite de fortins qui sont utilisés pour les auxiliaires militaires. Elle est constituée également de forts pour les légions. Elle est gardée en différents points sur une extension maximale entre le 1er et le 3e siècle qui a atteint 550 km, avec parfois 2 à 3 km de profondeur. Cette frontière n'est pas totalement imperméable. Elle a avant tout, à part sa fonction militaire, une fonction symbolique, parce que pour l'empereur romain, elle marque la différence entre la civilisation et la barbarie. Elle a parallèlement une fonction d'échange économique, puisque c'est le lieu d'échanges commerciaux entre les populations romaines qui s'y fixent et les populations barbares, les marchands romains étant accompagnés et protégés par des soldats. D'autre part, elle a aussi une fonction d'intégration, puisque les légions romaines se sont de plus en plus appuyées sur des auxiliaires qui venaient des peuples barbares, qui assuraient parallèlement la surveillance. Ce limes rhénan n'a pas survécu aux grandes migrations qui se sont développées à partir du 4e, 5e siècle, mais elle a eu pour la première fois ce rôle de frontière, comme on l'entend aujourd'hui dans nos pays, dans les États contemporains. Entre-temps, au cours du Moyen-Âge et de l'époque moderne, les frontières ont été fortement mouvantes. Elles se sont faites, défaites. Il faut vraiment attendre le XVIIe siècle avec le congrès de Westphalie en 1648 qui met fin à la guerre de 30 ans, qui a duré entre 1618 et 1648, pour voir affirmer le principe d'intangibilité des frontières, de souveraineté des États à l'intérieur de ces frontières et de l'intégrité du territoire. Les guerres n'ont pas pour autant cessé. C'était des guerres pour les frontières. Il a fallu attendre ensuite le traité de Vienne en 1814-1815, à la fin de l'épopée napoléonienne et à l'effondrement de l'Empire napoléonien, pour voir à nouveau réaffirmer ces principes de souveraineté et rechercher un équilibre entre États, désormais de plus en plus des États-nations à côté des États monarchiques, protégés par leurs frontières. À partir de la fin du XIXe siècle,
Dans un contexte qu'on appelle le second âge colonial, les puissances européennes ont cherché à s'étendre outre-mer, en particulier à l'époque en Afrique. C'est l'époque du Scramble for Africa. L'Afrique est le seul continent qui présente encore des terres à coloniser à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et on peut voir à l'époque évoluer le concept de frontières politiques et s'exporter vers les colonies, vers les mondes dominés. C'est ainsi qu'à la fin du 19e siècle, il y a une rivalité intense entre puissances européennes, en particulier entre la France, la Belgique et le Portugal pour le bassin du Congo. Et c'est dans ce contexte-là que Bismarck décide de réunir une grande conférence internationale pour éviter que ces concurrences pour les colonies, pour le tracé des nouvelles frontières coloniales, n'aient des répercussions en Europe et ne déclenchent une guerre européenne. Bismarck est avant tout soucieux d'équilibre des puissances en Europe. D'où ce congrès de Berlin de 1884-1885 qui réunit une quinzaine de pays d'Europe qui se mettent d'accord non pas sur le partage de l'Afrique comme on l'a souvent dit, mais sur des principes de colonisation, à savoir que la première puissance qui est arrivée sur le territoire à coloniser et qui a commencé à le mettre en valeur a un droit d'antériorité pour la possession des colonies. C'est ainsi qu'on a commencé, à partir des littoraux africains, à pénétrer le long des grands fleuves pour découper des empires, tracer des frontières. C'est ainsi à l'époque que la Belgique s'est taillé un territoire, le Congo, qui était d'abord la propriété du roi des Belges, Léopold II, avant qu'il ne le transfère à la Belgique au début du XXe siècle. C'est ainsi, à l'issue de la conférence de Berlin, que l'ensemble de l'Afrique est colonisé, à l'exception toutefois du Libéria, dans l'ouest, et de l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Abyssinie de l'époque, dans l'est. Les Européens ont découpé en Afrique des frontières lignes qui viennent remplacer les anciennes frontières zones très mouvantes, très variables qui existaient entre les différentes structures politiques, notamment les anciens empires, les anciens royaumes. Ce n'est pas pour autant que la situation géopolitique s'est apaisée en Afrique, puisqu'on rappellera que la France et l'Angleterre ont failli s'affronter en 1898 militairement pour la possession du Soudan. C'est l'incident de Fashoda. On rappellera aussi quelques années plus tard que l'Allemagne a voulu prendre des territoires au Maroc et a provoqué la France en 1905-1911 et qu'on est passé, du fait de cette politique dite de la canonnière, à côté d'une guerre entre les deux rivaux ennemis européens. Poursuivons cette géohistoire rapide des frontières du monde en voyant la période de l'après-1945. Les frontières ont été entre expansion et recul. Il faut prendre en compte le fait qu'en 1945, il y a une cinquantaine de pays seulement qui entrent à l'ONU, puisque le monde est encore découpé en grands empires coloniaux et que aujourd'hui le nombre d'États présents à l'ONU et reconnus internationalement a quadruplé. On n'est pas loin des 200. Entre-temps, il y a eu le grand mouvement de décolonisation et d'émancipation qui a créé de nouveaux États-nations un peu partout sur la planète, à commencer par l'Afrique, dans laquelle, après les indépendances des années 1960, l'Organisation de l'Unité africaine a décidé de reprendre les anciennes frontières coloniales. C'est une décision qui date de 1964, reprendre les anciennes frontières coloniales et les appliquer aux nouveaux États-nations pour éviter des conflits multiples de souveraineté et de tracer des frontières. Il n'empêche que les conséquences ont pu être négatives. Certains pays se sont affrontés pour les frontières. On parlera par exemple du conflit du Sahara occidental entre le Maroc, la République sahraoui indépendante et l'Algérie. On peut évoquer aussi le conflit pour la bande d'Aouzou entre la Libye et le Tchad. Ce ne sont que quelques exemples pris un peu partout en Afrique. D'autre part, des conflits aussi internes, puisqu'à l'époque de la colonisation, de la constitution des empires, les colonisateurs ont fixé des ethnies, des identités, comme au Rwanda et au Burundi, les Hutus et les Tutsis, qui ont été amenés ensuite, après l'indépendance, à s'affronter, comme en témoigne le génocide du Rwanda.
En Asie, ce processus de décolonisation a pu déboucher aussi sur des conflits géopolitiques. L'exemple qui est à votre programme, c'est l'exemple de la Corée. La Corée était une colonie japonaise depuis 1905. À la défaite du Japon, les Alliés ont décidé, notamment les États-Unis et l'URSS lors des conférences de Yalta, et en particulier de Potsdam, ont décidé de libérer la Corée. Mais comme cette Corée avait été libérée au nord militairement par des partisans communistes autour du chef de guerre Kim Il-sung et libérée au sud par des forces nationalistes aidées par les Américains, URSS et États-Unis ont décidé de couper la Corée au 38e parallèle afin à terme d'y organiser des élections libres et d'encourager la réunification du pays. Or, de part et d'autre de ce 38e parallèle, après 1945 et avec les élections de 1948, se sont fixés deux régimes antagonistes. Le régime nord-coréen d'inspiration communiste soutenu par l'URSS, puis la Chine à partir de 1949, qui est le régime de Kim Il-sung, le premier d'une longue dynastie, qui nous amène à Kim Jong-un aujourd'hui, donc de 1948 à 2019, alors qu'au sud, le régime dictatorial, mais pro-occidental, pro-américain de Syngman Rhee, auquel succède ensuite le général Park dans les années 1960, défend un modèle totalement antagoniste, capitaliste, libéral sur le plan économique, mais plutôt autoritaire sur le plan politique, sur le plan social. Entre-temps, s'est déclenchée cette fameuse guerre de Corée qui montre que pendant la guerre froide, on s'affronte, on se combat pour les frontières, pour la fixation des frontières. Guerre de Corée qui, au démarrage, sans refaire toute l'histoire, est une agression nord-coréenne qui veut réunifier la péninsule et qui déclenche une intervention militaire américaine dans le cadre de l'ONU, avec une coalition internationale qui contribue au terme quand même d'une guerre de pratiquement 4 ans et qui a fait environ 2 millions et demi de morts, à refixer la frontière sur le 38e parallèle. C'est l'armistice de Panmunjom, du nom de la principale ville frontalière. Depuis 1953, techniquement, les deux Corées sont toujours en guerre. Il y a simplement un armistice qui est intervenu. C'est constitué sur cette frontière une zone dite démilitarisée, la DMZ, selon l'acronyme anglais, qui est vraiment la zone la plus mal nommée au monde, puisque c'est sans doute la frontière militaire la plus solide, la plus fermée, la plus contrôlée par les armées respectives. Ça reste un front militaire avec un immense no man's land sur plus de 250 km de long et un no man's land assez profond, le long desquels les deux armées s'observent en permanence. Très peu d'évolution, si ce n'est à partir de la fin des années 90, début des années 2000, une tentative de rapprochement, c'était la Sunshine Policy lancée par la Corée du Sud, la politique du rayon de soleil, qui a permis à des familles de se retrouver. Mais en parallèle, la Corée du Nord menait un programme balistique depuis 1996 et nucléaire qui a débouché sur les premiers tests réussis de tête nucléaire en 2006, qui a contribué à renforcer les tensions. Depuis, jusqu'en 2018, la frontière opposait deux camps irréconciliables, jusqu'à 2018, une première rencontre entre un dirigeant nord-coréen et un dirigeant sud-coréen à Panmunjom, et l'espoir peut-être, alors que parallèlement les États-Unis négociaient avec la Corée du Nord un futur désarmement, peut-être le début d'un rapprochement, voire à terme d'une paix, sachant qu'aucun traité de paix n'a jamais été signé sur cette frontière, qui donc, dans le monde actuel, est encore un vestige à la fois de la guerre froide, de la Deuxième Guerre mondiale, et montre que certaines frontières peuvent rester très conflictuelles. Pour conclure, d'une manière générale, sur un plan historique de très longue durée, les frontières ont évolué de frontières zones, ce qu'on appelait les confins ou les marches d'un empire, d'un royaume, vers la frontière ligne,
hein, qui est une résultante d'un front militaire et qui se constitue à travers un traité politique. Hein. Donc toute frontière, qu'elle soit naturelle ou non, résulte d'un artifice, c'est-à-dire résulte d'un accord qui est passé entre deux ou plusieurs États. Hein. Ça marque vraiment la séparation des souverainetés politiques, juridiques. Dans le monde actuel, depuis les années 1980, avec la mondialisation, les frontières laissent place de plus en plus aux échanges commerciaux, économiques. Elles deviennent de plus en plus des interfaces, mais elles continuent quand même à remplir leur fonction d'obstacle, de ligne de démarcation entre les souverainetés des États.